Alors, bonjour tout le monde, merci d'être là. Je suis très content que vous soyez ici en si grand nombre, m'écouter parler de FPS, mon corpus fétiche, la culture populaire, si je peux le dire ainsi. Alors aujourd'hui, j'approche ma problématique d'un point de vue plutôt historique. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de réfléchir l'histoire de mon genre, mais du point de vue des pratiques. C'est-à-dire que l'histoire du FPS est beaucoup pensée du point de vue des objets, des évolutions graphiques, des évolutions technologiques. Et moi, mon point, c'est de dire qu'il faut s'intéresser aux pratiques de jouabilité, aux trucs de jouabilité, même plus précisément. Et donc, je m'en viens vous proposer une histoire du FPS qui pourrait s'inscrire dans cette lignée-là de penser en termes de jouabilité, en termes de pratique. Alors, pour ce faire, je vous propose la notion de série de jouabilité. Donc, sentez-vous bien à l'aise de contester cette idée tout au long de la période de questions, s'il le faut. Alors, je m'appuie sur les travaux de André Gaudreault sur l'historiographie du cinéma des premiers temps. Dans son ouvrage « Cinéma et attraction », André Gaudreault va contester les discours téléologiques sur l'histoire du cinéma. Ces discours qui prennent la perspective du cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui, le fameux cinéma institutionnel, et qui d'ailleurs n'existait pas à l'époque du cinéma des premiers temps. Donc déjà un problème ici. Donc il va s'attaquer à ce type de discours-là téléologique, un peu rétrospectif. Alors, ce qu'il va dire, c'est que, par exemple, c'est problématique de considérer un cinéaste comme Méliès et de dire que ça serait un cinéaste qui ne serait pas très accompli parce qu'il n'aurait pas saisi le potentiel expressif du cinématographe ou de la mobilité de la caméra. Donc, déjà, un problème téléologique ici, c'est en connaissance du cinéma d'aujourd'hui qu'on fait ce genre de reproche-là à Méliès, ou de lui reprocher que son cinéma n'est pas émancipé de la forme théâtrale, par exemple. Donc, il va s'opposer à ce type de discours historique-là, et lui, ce qu'il propose, c'est qu'il dit retournons plutôt en contexte pour étudier le cinéma de Méliès pour ce qu'il est vraiment à l'époque, plutôt que pour ce qu'il n'est pas encore, pour ce qu'il est en train de devenir. Donc, il s'oppose à ce genre de truc-là en disant, on retourne en contexte, on situe Méliès dans un paradigme culturel de son temps, qui est celui du spectacle du 19e siècle, et essayons de le restituer en fonction de ses innovations dans des séries culturelles importantes de l'époque. Donc, il va dire, intéressons-nous à Méliès pour ce qu'il avait d'innovant dans son usage du cinématographe, par exemple, dans la série culturelle du théâtre de variété, la féerie, des sketchs magiques, café-concert, art du cirque, il y en a plusieurs, pantomime et prestidigitation. Donc, c'est là que Méliès innove et c'est là qu'il faudra aller le chercher. Donc, la notion de série culturelle, c'est ça. C'est un concept constructiviste, c'est-à-dire, moi, comme chercheur, je construis ma série et je me charge de faire les liens entre les événements, entre les faits, entre les séries culturelles pour montrer comment on peut faire l'histoire différemment et remettre en contexte ces discours téléologiques. Et donc, la définition du concept, c'est cette idée de sous-système ou d'unité de signification qui compose un plus grand ensemble, c'est-à-dire ici le paradigme du spectacle de scène du 19e siècle. Donc, en jeu vidéo, on a appliqué cette théorie-là, cette notion-là des séries culturelles, notamment Simon Dard dans sa thèse de doctorat sur l'émergence du jeu de stratégie en temps réel. Et il va s'opposer à tous ces discours qui vont positionner Dune 2 comme étant le premier RTS, alors qu'à l'époque, en 92, le RTS n'existait même pas. Donc, c'est déjà très fallacieux de lui attribuer une étiquette qui n'existait même pas encore dans les discours. Et il va dire, resituons d'ailleurs ce jeu-là dans son contexte et allons voir dans quelle série il innove. Et là, il va parler par exemple des wargames, des jeux compétitifs, des jeux de simulation, des jeux de stratégie et même des god games. Donc, c'est ce genre de travail-là qu'on fait en histoire du jeu vidéo, avec ce concept-là. Alors moi, ce que je veux faire, c'est descendre une échelle plus bas, c'est-à-dire il y aurait des séries culturelles vidéoludiques, comme on les voit ici, mais on pourrait descendre à une échelle plus basse, c'est-à-dire à des séries de jouabilité, c'est-à-dire à des séquences d'action qui ont des aires de famille. Donc, je propose cette définition-là ici, que la série de jouabilité serait une catégorie construite par le chercheur afin de regrouper au sein d'une même unité d'action logique des gestes de jouabilité qui partagent des aires de famille, pour être capable de les étudier dans le temps et de voir comment ils s'influencent mutuellement les uns par rapport aux autres. Donc, mon corpus à moi, le FPS, qui serait ma série culturelle, si on peut le dire ainsi, je pourrais, comme historien, décider de découper des unités, des gestes de jouabilité dans ce genre-là, qui sont iconiques de cette série culturelle-là, comme par exemple viser, tirer. Il y en aurait plusieurs, faire exploser, s'accroupir, sauter, se couvrir, se soigner, etc. Et donc, ça serait à mon rôle d'historien de prendre une de ces séries de jouabilité-là et de retracer ses influences à travers les genres, à travers les plateformes, à travers les jeux, pour être capable finalement de faire sortir des nouvelles trajectoires historiques que les discours téléologiques ne sont pas capables de trouver, parce qu'ils ont des a priori historiques.
Alors, je vous présente l'étude de cas du rocket jumping, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé sur cette pratique-là et je vais vous montrer comment cette pratique-là ne peut qu'émerger à la confluence de différentes séries de jouabilité pour s'institutionnaliser comme étant sa propre série et en devenir à constituer un genre. Et je vais vous montrer qu'à travers tout ça, les fans sont au cœur de l'émergence et de la cristallisation de cette série de jouabilité-là. Alors, déjà, s'opposer aux questions des discours téléologiques, ici j'ai deux occurrences, 2005 et 2014, très problématiques, puisque ici on a les deux designers de ID Software, des gens qui ont travaillé chez ID Software, qui est la compagnie qui a produit Quake. Quake étant le jeu où la pratique du rocket jumping a explosé et est devenu un phénomène qui traverse le genre au point de le définir. Si on ne maîtrise pas le rocket jumping, on n'est pas capable de jouer. Et où on n'est pas compétitif en ligne. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette pratique-là, il s'agit de tirer un rocket au sol, d'enregistrer un petit peu de dommages, mais d'être capable d'aller chercher des hauteurs supplémentaires et des vitesses supplémentaires que les autres joueurs ne pourraient pas atteindre autrement. Donc, ça devient un truc qu'on développe parce qu'il y a des avantages ludiques qui sont liés à ces trucs-là. Et tout ça explose dans Quake. Et là, rétrospectivement, on dit, c'est apparu dans Quake, donc voilà, point d'origine, et on ne se pose pas plus de questions. Alors moi, ça, je trouve ça extrêmement problématique parce qu'on cherche un point d'origine, mais on laisse de côté tous les phénomènes et les événements techniques, culturels qui sont au cœur de l'émergence de cette pratique-là. Et en retournant dans les discours, on est capable de trouver une histoire beaucoup plus riche. Autre problème, les faits sont contradictoires. Si on retourne en 97 et en 98, John Romeo lui-même, concepteur de ID Software, disait que le rocket jumping n'avait pas été anticipé dans Quake. Alors on voit déjà que le discours théologique a beaucoup de problèmes à s'attribuer des paternités de séries de jouabilité. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, je vous la refais la petite histoire de mon point de vue de la notion de série de jouabilité. Première innovation, l'idée de la propulsion par explosion. Je vous renvoie à Doom en 93. Ici, je vais essayer de baisser le son un peu. Alors, dans Doom, il y avait la possibilité de se propulser avec l'explosion de notre roquette. Donc, vous allez voir ici que le joueur s'aligne contre le mur, se propulse avec la roquette, et il atteint une sortie secrète dans l'espace. Là, il va le réessayer parce qu'il a manqué son coup. Il s'aligne avec la sortie secrète bleue qu'on voit un petit peu mal. Il se projette comme ça et il atteint une sortie secrète. OK. Désolé pour le son un peu hardcore, mais le FPS, c'est ça, c'est vivant. Allons-y. C'est vivant. Alors, donc ici, c'est problématique de dire que ça commence en 93 puisque ça se passe sur le plan horizontal. Le rocket jumping est quelque chose qui est beaucoup plus dans la verticalité de l'expérience. Alors déjà là, oui, c'est un point important, une innovation importante, mais de là à dire que c'est le point d'origine, on se trompe un petit peu. Autre fait technologique important de l'époque, l'idée du mouse look. Hein. Dans Doom, ça se passe uniquement à l'horizontale. On ne peut pas viser vers le haut. Hein, et on joue uniquement sur clavier. En 94, ce qui arrive, c'est que là, on intègre la visée fluide, libre, contrôlée par le joueur. Et ça se passe encore sur le clavier. Mais avec Marathon, ici, en 94, on arrime à la souris le contrôle du regard. Et donc ça va être extrêmement important comme développement ludique et technologique pour permettre à cette pratique-là de se propager, puisqu'on va être capable justement de viser au sol, de lancer une roquette et d'être propulsé vers le haut plutôt qu'à l'horizontale seulement. Je souligne aussi qu'en 1995, cette pratique-là n'est pas dans les lexiques des joueurs, n'est pas dans les discours, n'est pas une catégorie qui existe, puisque ici, on va relever plutôt le fait qu'on peut de pouvoir bouger de haut en bas la visée ou l'arme ouvre des possibilités. Simplement ça ici, mais on n'a pas encore nommé la technique comme telle. Cela dit, il y a des traces de rocket jumping vertical dans le jeu Marathon. Je vous montre l'exemple ici. Vous avez un fan qui documente sa pratique. Et donc, c'est un peu sombre, je suis désolé, mais je vous commente la vidéo en temps réel. Et là, ici, on a trouvé une façon, justement, de viser au sol, de tirer sur le mur et de pouvoir aller chercher des hauteurs, et on atteint des endroits secrets dans le jeu. Et ça permet aussi de contourner toutes des portions de jeu qui ont des puzzles environnementaux à l'intérieur, et donc ça devient une pratique un peu transgressive parce que ça permet de contourner le game design en soi et de terminer les jeux plus rapidement. Donc, vous allez voir pourquoi ça devient plus important quand on commence à progresser dans le temps. Laissez-moi arriver ici avec l'idée du saut. Le saut dans le FPS n'a pas toujours existé. Il aurait fallu attendre le milieu des années 90 pour voir 3 jeux importants qui vont intégrer du saut dans leur mécanique, dans la mécanique du FPS. Donc, un autre moment très important sans lequel le rocket jumping n'aurait pas pu se propager dans la culture et dans le genre en soi. Autre élément de contexte important dans les années 90,
la popularité du jeu de plateforme et l'arrivée du jeu 3D aussi, qui change la façon dont on fait du design, qui change la façon dont on a notre rapport à l'espace, notre rapport au mouvement, notre rapport à la verticalité. Il y a quelque chose qui change dans ces années-là. Et à mon sens, c'est l'hypothèse que je suis capable d'émettre, cette idée que le rocket jumping va émerger à la confluence de toutes ces séries de jouabilité-là, et je dirais à la confluence innovante, hein, parce que les joueurs ont trouvé des façons innovantes de s'approprier ces séries de jouabilité-là et d'en faire un truc qui va devenir finalement un élément central dans le genre en soi. Donc c'est une affaire de designer, mais c'est aussi une affaire de genre. C'est important, une affaire de fan et une affaire de designer. Très important de noter. Ensuite, progressons dans les discours. La pratique n'existe pas comme telle dans les discours. Il aurait fallu attendre 96-97 pour qu'on commence à la nommer comme telle rocket jumping. Donc ici, ce qu'on voit, c'est un extrait de discours où on donne des trucs pour jouer à Quake. Et ce qui est écrit ici, c'est qu'on parle de rocket assist. Donc encore une fois, la catégorie n'existe pas dans les discours. Ça se lexicalise graduellement, autant dans les discours que dans les pratiques, dans les compétences techniques des joueurs. Les journalistes qui sont des témoins de premier plan de ce phénomène-là sont très importants dans la cristallisation et la circulation de cette pratique, de cette série de jouabilité-là, devrais-je dire. Autour de 97, on commence littéralement, on se rend compte que c'est central, et là, on commence à nommer cette pratique-là de façon assez évidente, et on va faire même des analyses de cartes de jeu dans les revues, où là, on nomme des locations dans l'espace qui sont uniquement atteignables par le rocket jumping et qui donnent des avantages ludiques très importants. Donc, ce type de discours-là devient central et ça commence à circuler de façon assez massive dans les années 97. Autre élément important, c'est cette communauté de fans de speedrunners. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le speedrunning, mais juste pour la petite histoire, c'est cette idée de juste simplement terminer les jeux le plus rapidement possible. Donc, on contourne le design, c'est une autre pratique qui s'approprie les jeux de façon complètement nouvelle, et le but, c'est de terminer le jeu le plus rapidement. Alors ici, ça va aller un peu vite parce que c'est ça le but de la chose, mais on va voir que plusieurs séquences de rocket jumping sont utilisées pour contourner des éléments de design, des portions de design. Donc, je vais essayer de vous les nommer au passage. Donc ici, on prend le rocket, on vise le sol et on tire et on se projette dans les airs. Et là, il va y en avoir deux, trois occurrences dans cette séquence-là. Ça pour dire que cette communauté du speedrunning-là va se cristalliser autour de pratiques comme ça qui leur permettent d'aller chercher du temps et des secondes hyper importantes pour s'inscrire finalement dans la communauté comme étant le plus rapide à terminer un jeu comme Quake. Donc, la communauté du speedrunning, vous venez de voir une autre occurrence de Rocket Jump ici, est au cœur de la cristallisation et de la sérialisation de cette pratique-là. Donc, de dire que c'est les designers qui ont inventé ça, c'est fallacieux, parce qu'ici, on voit vraiment que c'est les fans qui ont contribué à populariser cette technique-là, notamment par des pratiques d'appropriation et de détournement. Ça va devenir tellement important qu'on va commencer à intégrer dans le design de jeu des endroits qui sont uniquement accessibles par le rocket jumping, mais on va donner des easter eggs aux joueurs qui vont réussir à trouver le truc. C'est un peu sombre, mais vous allez voir en haut aussi, je vais zoomer. Secret Area, You Crazy Rocket Jumper. Donc les designers deviennent ultra conscients que cette pratique-là est là pour rester. Et donc on met même des easter eggs dans les environnements de jeu pour inciter les joueurs à les trouver et à utiliser le rocket jumping pour se faire. Hein. Et donc on pense le design pour essayer de stimuler ou d'aiguiller la curiosité des rocket jumpers et on les récompense au passage. Quake 3 va arriver. Là, c'est vraiment un moment charnière puisque là, le rocket jumping est très, très institutionnalisé. Et là, ça va même se sérialiser dans la série de jeux Quake. Avant de se sérialiser dans le genre, ça va passer par la série de jeux Quake, où là, on va littéralement penser du level design en fonction du rocket jumping. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une carte de jeu un petit peu trop sombre, je suis désolé, mais il y a des plateformes qui sont uniquement accessibles par le rocket jumping, qu'il faut se présenter en des endroits très précis dans le jeu, utiliser cette technique-là pour atteindre des plateformes supplémentaires, et si on est capable de faire ça, on va aller chercher des avantages ludiques comme des armes plus performantes ou des armures. Donc vraiment, en termes de level design, on commence à penser et donner des avantages ludiques aux joueurs qui sont capables de maîtriser cette technique-là. Même chose du côté de l'autre carte que je vous présente, des plateaux qui sont uniquement accessibles par le rocket jumping et qui fait qu'on peut aller chercher des avantages ludiques, notamment être en surplomb de l'espace pour mieux voir notre ennemi circuler au sol. Ensuite, pour accélérer un petit peu, le AI de Quake 3 est aussi pensé en termes de rocket jumping. Donc, c'est assez intéressant de savoir que les designers ont commencé à travailler le code de leur intelligence artificielle pour intégrer des comportements de rocket jumping à leur intelligence artificielle. Donc, quand on joue en mode unijoueur à Quake 3, ben, on a quelque chose qui se rapproche plus de nos parties en ligne. Comme vous voyez, c'est un peu bancal, c'est raté à chaque fois. Donc moi, je suis assez impressionné de voir qu'il s'est, dans la série culturelle du modding,
Il y a même des joueurs qui vont s'être affairés à raffiner ce code-là et à proposer des modes de jeu pour émuler le rocket jumping de façon plus réaliste, pour que les parties ressemblent beaucoup plus à ce qui se passe en multijoueur pour vrai. Donc vraiment, il y a un travail de fan pour que le jeu et la pratique du rocket jumping soient émulés de façon plus juste. Autre élément important, cette idée de ce mode de jeu-là, très éclectique, très étourdissant, où vous voyez des joueurs s'approprier la pratique du rocket jumping, mais pour faire du jeu de plateforme. Donc ça ici, ça s'appelle Defrag, c'est un mode pour Quake 3, qui est devenu ultra populaire dans les années 2000 quand c'est rendu public par des joueurs qui ont créé ce mode-là. Et le but, c'est une architecture créée par les joueurs, on fait nos propres maps, on a nos propres serveurs, on crée des outils ludiques, des interfaces, des systèmes d'assistance pour aider les gens à maîtriser des trucs de saut. Et le rocket jumping est évidemment au centre de ce mode-là. Et là, vous voyez un joueur qui est ultra... Ça ici, c'est un truc mondial, donc c'est normal que ça soit aussi sophistiqué. Mais vous voyez que la pratique du rocket jumping est au cœur de cette pratique-là, elle est même essentielle pour terminer les maps de jeu. Et il y a même tout un sous-ensemble de techniques du rocket jumping qui va se développer autour de cette communauté-là. On le fait à la renverse, on le fait par-dessus l'épaule, on le fait 2 fois, on combine avec d'autres trucs, ça devient ultra sophistiqué. Et évidemment, les fans sont au cœur de cette sophistication-là. Donc c'est vraiment important de le mentionner. Ensuite, ça va se sérialiser à l'échelle du genre. Je vous montre ici très rapidement des occurrences de discours où on va parler littéralement de rocket jumping, mais de cousin du rocket jumping. On voit que dans les jeux, les autres compagnies de production commencent à intégrer cette pratique-là, mais ils vont la transformer, ils vont lui donner un autre nom. Donc ici, on utilise un disque qui est explosif, mais c'est utilisé pour faire du rocket jumping. Donc on parle de cousin du rocket jump. Donc quand on pense en termes de série de jouabilité, c'est être capable aussi de lier ce type de pratiques-là qui ont des arts de famille sous un même ensemble pour les étudier à travers le temps. Alors ça, c'est vraiment important. Et de l'autre côté, à la manière de Quake, vous pouvez faire du hammer jumping dans Unreal Tournament en 99. Donc ici, ce phénomène-là, je saute dans le temps pour aller dans notre contexte plus contemporain, où là, littéralement, ça revient tout le temps, c'est rendu un élément constitutif du genre. Vous avez par exemple 3 jeux hyper populaires ici dans le FPS où ces personnages-là ont des habiletés uniques à leur classe, et ça implique de rocket jumper, d'avoir des achievements qui sont uniquement débloquables par le rocket jump. Ça fait en sorte aussi qu'on prend moins de dommages quand on utilise l'explosion pour aller chercher des hauteurs supplémentaires. Donc vraiment ici, le rocket jump intègre le design de personnages. Donc ça pour dire que c'est vraiment institutionnalisé à grande échelle, sérialisé dans le genre en soi, donc ça devient un élément important. Et je vais conclure sur cette diapositive-là en insistant sur le fait que ces deux communautés-là que je vais montrer, Quake Done Quick et Defrag, se rapprochent extrêmement du jeu de plateforme. Et donc ça, moi, ça m'intéresse énormément, puisqu'on arrive dans le contexte contemporain avec ici 5 jeux que je vous ai mis, qui sont des émulations génériques entre les FPS et les jeux de plateforme, et qui mettent au cœur de leur mécanique de jeu du rocket jump. Donc moi, je trouve assez fascinant de voir que cette pratique-là a permis au genre de se raffiner et même de s'hybrider de nouvelles façons avec le jeu de plateforme. Et la notion de série de jouabilité nous permet après ça de retourner au-delà des genres, de retourner au-delà des jeux et d'aller, par exemple, dans un Metroid, pour voir ici notre petit personnage utiliser l'explosion d'une grenade pour atteindre ce qu'on appelle l'energy tank ici, qui permet d'augmenter l'énergie de notre personnage. Alors là, ici, on est en 86, alors que je vous ai montré que ça commence à décoller autour de Doom en 93 et plus précisément autour de Quake en 96, mais la notion de série de jouabilité nous permettrait d'inclure ce genre de geste de jouabilité-là et de comprendre que le rocket jumping pourrait tirer les racines aussi dans le jeu de plateforme et de faire sens du fait qu'on a cette hybridité générique-là qui arrive dans le contexte contemporain et qui tombe sous le sens qu'on est capable de penser les gestes de jouabilité à des échelles un peu plus larges. Donc en termes d'histoire, ça nous permettrait de renouveler des savoirs historiques en ouvrant les perspectives au-delà des genres, au-delà des plateformes. Et c'est pour ça que je défends l'idée de concept de série de jouabilité.